Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que vous êtes chaud? Faites-moi du bruit, let's go! Eh bien, on peut lancer la musique. Et messieurs, vous allez reconnaître, messieurs, dames, attention, est-ce qu'on est prêt? Il faut faire quand même, faut faire les choses bien. On a préparé une petite musique, juste pour ce monsieur, je vous dis, pour ce grand monsieur. Let's go, on peut la lancer, la musique? Messieurs, dames, veuillez accueillir Artus Ortiz! Allez, let's go, bonjour Paris! Oh. Comment ça va? Do you speak French? Non. C'est bien ce que je pensais. C'est ça. C'est bien, c'est bien. Let's go, let's go. Messieurs, dames, Andy Serkis avec nous pour cette conférence qui va être complètement dingue. Vraiment. Une chance exceptionnelle avec notre traductrice aussi de choc et de charme. Et nous allons commencer justement par les questions et une question du public. Est-ce qu'il y a une question parmi vous? Oui. Alors, n'hésitez pas. J'ai vu des mains se lever aussi ici. Ici. Monsieur là, juste là. Attendez, vous, toi là qui est là. Oui, toi, vas-y, viens. First question for you. Okay. Hi again. Hello. Bon, je vais faire ma question en français. Oui, bien sûr, tu peux. Ça va être une question que j'ai déjà posée justement à l'acteur Frodon, ok? Et c'est parce que quand tu vois les films quand tu es petit et tu les revois quand tu es adulte, tu te rends compte que peut-être on a été en fer avec certains personnages genre Gollum ou Boromir. T'en penses pareil? Merci. Commencez fort sur les questions. Hein. Tranquille. I think it's interesting, but I think what Tolkien does with his characters, with all of them, they are very complex and are multi-layered. And I think particularly I think Gollum is perhaps the most complex psychologically on the whole spectrum of the characters. But what he does magnificently is he allows you to understand their point of view at some point within the storytelling. Donc ce qu'il trouve qui fait la beauté de l'œuvre de Tolkien, c'est d'avoir justement ces personnages intéressants qui ont plusieurs couches en fait dans leur personnalité. Mais c'est sûr que Gollum représente l'un des plus intéressants parmi tous les personnages qu'on a. Et le plus judicieux, c'est qu'on a le point de vue de ces personnages qui est présenté à l'intérieur de l'histoire. Ils ne sont pas que montrés comme des méchants. On a leur regard propre et pourquoi ils sont ce qu'ils sont. Because Tolkien's world is, he doesn't see things in black and white terms, so it's not good, necessarily good and evil. There are good psychological and geopolitical reasons as to why there are the grey shades in the middle. Pour Tolkien, le monde n'est pas que en noir et blanc, il n'y a pas que les méchants et les gentils, c'est toutes les subtilités, les notions géopolitiques qui entrent en jeu et qui font la particularité de cet univers. Merci Andy, thank you. Merci pour ta question. Moi, j'ai une question pour Andy. Il a eu la chance d'interpréter d'innombrables personnages très connus dans la pop culture, que ce soit Gollum, le Capitaine Haddock, César, de la planète des singes, beaucoup de personnages. Quel était pour lui le personnage le plus dur à interpréter et sur lequel vraiment il a travaillé dessus? I think Caesar from the Planète des Singes, I think, was a big challenge in that the character changed over the course of 3 movies significantly from being an ape
brought up by human beings with believing himself to be human from an infant upwards, and then becoming the leader of a rebellion where he galvanizes apes who are all different kinds of apes. At the same time, he is evolving and becoming more human-like throughout the course of the film. So in terms of the psychological evolution and the linguistic evolution of the character, finding the right time throughout the movie to change gears with the character was a very big challenge. Donc pour lui, c'était le personnage de César dans La planète des singes, qui a une évolution quand même assez énorme entre le premier et le dernier film, puisqu'il passe d'un singe élevé par les humains, même s'il a une étincelle d'humanité en lui, et il finit chef de la rébellion avec différents types de singes sous ses ordres. Et donc pour lui, il y a une telle évolution dans ce personnage qu'il a dû essayer de saisir les petits moments clés où on pouvait faire un petit pivot dans sa personnalité, dans son évolution de personnage, son évolution mentale. Merci Andy. Une question de madame, ici. Bonjour. Bonjour. Salut. Hi. I was wondering if there is something you would do different in the Gollum character or in Caesar, what would be? If there is something you wanted to change, or if it's... Donc la question c'est si vous voulez changer un élément sur le personnage de Gollum ou de César par exemple, qu'est-ce que ce serait? I mean, there are always in every character that you ever play or that I ever play as an actor, I look back and wonder if I've made the right choices. So not just Caesar and Gollum, but in nearly every job that I do, I think, I could have played that scene differently, or I could have made a different exploration of the character. I think, and with Gollum, I'm actually going to have that opportunity to, which is great. But with Caesar, I feel, I think, particularly Caesar, I think we managed to navigate the journey quite well. And so, you know, on every day that you're filming, you'll hit a moment where it's not quite working. But then Matt Reeves is such an amazing actor's director. I think we always felt that we had found where we needed to be with that character. Thank you very much. Thank you for being here. Oh, thank you. Merci beaucoup. Donc ça lui est arrivé en fait plutôt en tant qu'interprète de regarder ses personnages passés et se dire qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment, comment j'aurais pu peut-être mieux les interpréter, les porter à l'écran. Et dans le cas de Gollum, il se dit que tant mieux il aura bientôt l'occasion de réfléchir là-dessus vu qu'il y a un film qui sortira bientôt. Et pour le personnage de César, il trouve que il n'y a pas grand-chose à changer dans ce qu'ils ont fait. Il a eu un très bon réalisateur qui l'a aidé à cerner le personnage, même dans les moments de doute. Merci beaucoup. Andy, une autre question. On le connaît en tant que performeur, justement sur ses personnages, en tant que comédien aussi, mais on sait qu'il réalise. Il a réalisé aussi Le Livre de la Jungle, le second Venom. Est-ce que c'est un exercice qu'il aime et comment il en est arrivé à réaliser, justement? So before I became an actor, I studied visual arts at college, and I was very interested in making short films. And I've always wanted to make films ever since I was and tell stories visually, you know. And so I started when I eventually became an actor in my early 20s. I continued making short films, and then, you know, gradually felt that one day I could direct a feature film. Ironically, when we set the Imaginarium company up, I started to direct video games first, and we were just about to shoot my first independent film when Peter Jackson asked me to direct the second unit on The Hobbit. So I went from
potentially making a film with 3 people in 2 locations to the biggest film in the world, you know, at the time, and working on the second unit, and we shot for 200 days, and it was a massive film education for me, dealing with that amount of that scale of filmmaking. So, in answer to your question, I've always wanted to tell stories visually, and I've really enjoyed the experiences that I've had, and you know, hopefully we'll continue to do more and more. Donc lui, au final, depuis toujours, il a toujours cet amour et cet intérêt pour la narration visuelle. Il en a fait, dans ses études, il a fait des petits courts-métrages. Et donc, même quand il est devenu acteur dans la vingtaine, il a toujours gardé cette idée de travailler dans les arts visuels, raconter des choses. Il a essayé de refaire des courts-métrages, ensuite il a abordé les jeux vidéo en tant que réalisateur. Et finalement, une de ses premières grosses expériences de réalisateur, c'était dans la seconde équipe de tournage sur Le Hobbit. Donc c'était, mine de rien, un énorme film. Il a fait plus de 200 jours de tournage. Et c'était un sacré projet pour faire ses armes de réalisateur de cinéma. Si on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Allez, je vais prendre une autre question. Monsieur, là-bas? Oui, vous? Oui, toi. Bonjour. 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 Quel est votre plus beau souvenir à propos du tournage du Seigneur des Anneaux? Wow. That's a big question because it lasted such a long time. It was such a big part of my life. Not only was I down in New Zealand working with an amazing film crew, but I was also, my wife and I had just started our own family. So it was a very, it was an extraordinary. I was overloaded with stimulation from every angle, both as a working on the films, but also in my own life. But I think my memory of that time, the greatest feeling was of being part of an enormous community, making something that everyone was so passionate about, like everybody involved in that, in making those films. And witnessing also Peter Jackson sharing that with the fans was extraordinary to see, because it was groundbreaking that amount of information would be shared with the fan base, and that very much came from Peter Jackson, and I really admired that. And you know, when you think about it, the studios before The Lord of the Rings, they were very protective of any news about films coming out or imagery, you know. So it was that was really interesting to see unfold. Donc, d'une part, pour lui, le point important, c'est que c'était un moment où il y a eu un peu un carrefour dans sa vie. C'est qu'à la fois, il faisait partie d'un projet formidable avec une immense équipe dans un autre pays. Et en plus, du côté de sa vie personnelle, c'est là qu'avec sa femme, ils ont commencé à fonder leur propre famille. Donc, petit souvenir, beaucoup d'émotions à ce moment-là. Et s'il devait choisir autre chose, c'est le fait d'avoir fait partie de cette immense communauté de personnes du cinéma, en fait, à tous les échelons, à tous les niveaux, des personnes qui étaient passionnées par ce projet, et celui qui a donné l'élan à tout ça, c'est Peter Jackson, dont il admire la passion, la générosité, parce qu'il n'hésitait pas à partager ce qu'ils étaient en train de faire avec les fans. Donc, beaucoup d'admiration pour le réalisateur. Merci beaucoup, Andy. Merci. Andy, il a eu le privilège d'incarner le capitaine Haddock, d'accord, dans Tintin. Et je voulais savoir s'il connaissait le matériau de base, s'il connaissait la BD à la base des Tintins, et si vous avez lu pour s'imprégner un petit peu du personnage quand même haut en couleur du capitaine Haddock. Yeah, I mean, I grew up looking at Hergé's amazing graphic novels. I loved the stories. I remember being taken on all these great adventures with these fantastic characters, and so it's amazing. I mean, it's happened to me a number of times. You know,
one of my first books I ever read was The Hobbit. You know, and as a young adult, just beginning to read more adult books, but definitely the Tintin stories were my childhood, and so to get to play a major character from books that you've grown up as a child with is a phenomenal thing. And again, the same with The Hobbit. I remember the character of Gollum reading that as a young person, and I think to myself, I've been so incredibly lucky to step into the shoes of these characters as I've grown older. And I always loved Captain Haddock as an unfiltered voice. You know, he just says what he thinks and feels, and he doesn't hold back. And I really kind of love that about the character. And that was what I was trying to bring to it. Donc oui, Tintin, c'est même, outre le fait qu'il l'a lu, c'est qu'il l'a lu quand il était tout petit, ça a imprégné son enfance, les bandes dessinées Berger, son image, ses personnages en couleur, les aventures qu'il vivait. Et il se considère extrêmement chanceux en fait, parce que tout comme Gollum dans le Hobbit, ce sont des personnages qu'il a connus quand il était petit, il les lisait, et il a la chance de les incarner plus tard, de faire partie de ses grands projets. Et ce qu'il aime avec le Capitaine Haddock, c'est son côté, pas de la langue dans sa poche, on va dire, il dit ce qu'il pense, il n'y a pas de filtre. Donc c'était vraiment un plaisir de l'incarner. Merci. On va passer à une question dans le public. Oui, madame la Demon Slayer. Hi, Andy. I'm very, very happy to meet you. Oh, et toi aussi. Thanks. Gollum has a particular voice. How you can manage to do that? Please? Well, Donc Gollum a une voix très particulière. Comment il arrive physiquement à faire ça? I owe my entire career to my cat. Mon chat, Diz, named after Dizzy Gillespie. He was very responsible for me finding the voice, because I was searching for a way of making the sound connected to the physicality, and it's true. It's true that when he came in, when I was working on the character, and he started to cough up some fur balls, you know, and so it affected his physicality, and that kind of ripple through his whole back, down from the tip of his head to his tail. As he was making that sound, it made me think of how to speak and to constrict the throat, and it all came from my cat. Thank you, Diz, wherever you are. I understand. I have a cat. Donc sa grande source d'inspiration pour la voix de Gollum, ça a été son chat. Il est en train de travailler le personnage quand son chat arrive dans le bureau, il se met à tousser, à cracher pour vomir une boule de poil. Et c'est là qu'il s'est dit que ce rapport entre oui, le son guttural et le mouvement d'ondulation du dos, enfin tout, ça faisait un tout. Et il s'est dit c'est ça que je dois faire avec le personnage. Donc merci le chat. Merci beaucoup le chat. Alors une question, avant de recommencer sur les questions du public. Il a interprété énormément d'icônes du cinéma, de la pop culture. Est-ce qu'il y a un personnage fictif ou non fictif qu'il n'a pas encore interprété, qu'il adorerait justement interpréter? It's difficult. So it is difficult, you know. There are so many characters that I would like to play, but I think of it more now. I think of stories that I would like to tell. You know, so I no longer really think about just one single character, because I'm sure those challenges will come along, but I'm not looking out for those. You know, so I'm not answering your question directly, but it's more. Really, it's more about the stories that I'm burning to tell, and that's what drives me at the moment. Okay. Il se pose pas tellement la question de personnages qui lui feraient envie, parce qu'à ce stade de sa carrière, ce qu'il aimerait, c'est surtout raconter des histoires, certaines histoires. Il se doute que,
dans un avenir proche, il y aura d'autres personnages qu'on lui confiera et qui seront chouettes à interpréter. Mais lui, ce qu'il cherche, c'est vraiment à raconter des histoires, à les faire Dans connaître. la réalisation. Ok. Réalisation, écriture, le scénario. Très bien. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre le monsieur là-bas, là, avec la veste bleue, là. Bonjour. 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 Alors, il y a eu récemment un film La planète des singes qui est sorti. Je me demandais si vous avez prévu ou peut-être envie de revenir, peut-être en tant que réalisateur ou peut-être pour un caméo dans ce nouvel univers, qui est donc dans le même univers que la trilogie. Alors, ça sera un autre singe, hein. Oui. C'est ça, bon. Oui. Oh, I mean, I love the Planet of the Apes franchise, and if there was a very good reason to be part of it again, then yes, I would love to return to it, because it's such a fantastic allegorical world, and I love telling stories that are very, that are powered by that have social commentary, that are allegorical, and yet can be extreme worlds that reflect humanity. And for me, that world was perfect. Donc, s'il a une très bonne raison, oui, il adorerait revenir dans l'univers de la planète des singes, qu'il trouve très intéressant pour son pouvoir allégorique de représenter des problèmes sociaux qu'on peut connaître, mais dans ce monde qui est vraiment poussé à l'extrême et donc qui permet de réfléchir à ces questions. Merci beaucoup. Merci Andy. Je voudrais qu'Andy nous parle de l'école qu'il a ouvert. Il a ouvert une école sur la motion capture, performance, il me semble que ça s'appelle Imaginarium, il me semble. Et je voudrais savoir pourquoi il a ouvert cette école, pourquoi c'était si important justement de former des comédiens, des acteurs à la motion capture. So in 2004, when I came back from making King Kong, I was asked to direct a video game called Heavenly Sword, which actually I've got a T-shirt. I've just realised. So I rehearsed the actors. It was at that time when video games were becoming more character-driven, and I rehearsed and worked with the actors. And when it came to shoot the video game, there was no performance capture studio in the UK that could really manifest the characters in the way that I'd been used to working on the films prior to that. So we went back to New Zealand and we worked with Weta, the visual effects company, on the video game. So when I came back, I decided with my business partner Jonathan Cavendish to form the Imaginarium Studios, which is a motion capture studio, performance capture studio I should say, with a desire to looking at how we would tell stories in the future, next generation storytelling, and using that technology particularly. So we assembled lots of really talented people and created this space. And alongside that we had our production company as well, because it was also a great arena for me to start making the films that I wanted to make. So from that, we became involved in connecting with universities and educational establishments to help them understand how to get the best out of performance capture. Donc c'est à la sortie du tournage de King Kong en 2004, il réalisait un jeu vidéo appelé Heavenly Sword, et du coup c'est l'époque où on commençait à se concentrer plus sur les personnages et où la motion capture prenait son importance dans le jeu vidéo, sauf qu'au Royaume-Uni il n'y en avait pas des masses, des studios dédiés à la motion capture, donc il a dû le faire en Nouvelle-Zélande et il s'est dit pourquoi pas créer moi-même ce studio qui aidera à faire progresser la motion capture dans
dans le cinéma, dans le jeu vidéo. Et du coup, il les a mis en relation avec les universités, les écoles pour essayer de faire progresser, trouver des nouvelles idées, des nouvelles technologies qui permettraient de contribuer à ce domaine. Merci beaucoup, Andy. Merci. Merci. Allez, on va prendre une question. Lui, c'est ça? Je suis obligé de... Lui? Allez, c'est bon, alors viens. Pas de souci. Hello, nice to meet you. Et toi aussi. Thank you. Can you tell us how you feel about stepping behind the camera for a film in the Tolkien universe, Lord of the Rings and for Gollum, please? I mean, I am... Qu'est-ce que ça lui fait du coup de passer derrière la caméra pour le prochain film Seigneur des Anneaux dédié à Gollum? Yeah, I mean, I'm hugely excited to go back, and it's wonderful that you know, we all feel, the filmmakers, you know, Peter Jackson and Fran Walsh and Philippa Boyens, as a team, we all feel there's so much more that we want to explore with the character of Gollum, and so I was thrilled when they asked me to go back and direct, and then also to step back into the shoes of Gollum. So we're right at the beginning of the process, and it's beginning. I think, hopefully, it's going to be a very, very, you know, revealing film about aspects of the character that people don't know so much about. But yeah, I mean, I'm very, very excited, and also to return to work with the people that I love working with. Thanks for your kindness. Thank you. Il était ravi d'apprendre que Peter Jackson, Fran Walsh et Philippa Boyens étaient du même avis que lui, qu'il y avait encore des choses à raconter dans le Seigneur des Anneaux, et encore plus content quand on lui a proposé de réaliser, parce qu'il se dit que c'est l'occasion peut-être d'explorer des facettes de Gollum qui n'ont pas été vues dans les films précédents, donc d'être à la fois derrière les caméras et de reprendre le rôle du personnage, c'est vraiment un projet très excitant pour lui. Alors, c'est intéressant, parce que moi j'aimerais savoir ce qu'il aimerait qu'il y ait d'anciens personnages qui reviennent dans ce film, justement, puisque bon, ça se passe quand même dans le Seigneur des Anneaux, entre le fait quand Gollum s'en va, qu'on le voit plus pendant un certain temps, qu'il revient, enfin voilà, il y a plein de trucs, donc il y a des possibilités de voir des comédiens, les acteurs que l'on a vus dans la première trilogie. Je veux pas qu'il spoil, hein, bien entendu, hein, mais s'il a des infos, c'est maintenant, d'accord? That's top secret information. At this point, I would be taken out if I mentioned who might come back. No, I think we have to leave that one on the back burner for a moment. Pas de réponse pour l'instant, malheureusement, c'est encore top secret à ce stade. Merci, mais bon, bien tenté. J'y crois, je vous le dis, j'y crois. La personne en Beetlejuice, là. Hi. Hi there. Thank you so much for being here. Oh, merci. I just wanted to know how you managed to become any of the character in the movies or in the pajamas for the motion picture. What's helping you to become the character? Quel est le super pouvoir qui lui permet d'incarner aussi bien les personnages qu'il a interprétés? I mean, I draw inspiration from so many different sources when I'm playing a character, depending obviously on the psychological makeup of the character. I mean, everything from paintings to music to you know, to cats. Yeah, exactly. To you know, your antennae are out, and you pick up. You know, you're literally putting out. As an actor, when you're deep diving into the character, your signals are going out and picking up anything that is relevant, that feels relevant to the
the psychological makeup, the way the character behaves, the way the character speaks. You know, there's so many different aspects to it. You know, sometimes they're direct. So I'll give you an example. For Caesar, I based Caesar on one particular chimpanzee, a real-life chimpanzee called Oliver, who was believed to be had the DNA of both human and chimpanzee in it, because he had very human facial expressions. And then for you know, for a character like Ian Jury that I played, I had the real source material and his family to talk to work from. So it all depends on. It can be as abstract as an Egon Schiele or a painting or a Leonardo da Vinci painting to actually working directly from a live person who's existed. So there are all sorts of different influences. It's a long answer, sorry. Thank you so much. Donc pour lui, en fait, le secret pour interpréter ces personnages, c'est d'être ouvert à toutes les sources d'inspiration possibles et imaginables. C'est un peu comme avoir des antennes et de capter tout ce qui peut faire écho à ce qu'on est en train de construire. Donc ça peut être un tableau, une musique, un chat. Et par exemple, pour le personnage de César, il s'est inspiré d'un vrai chimpanzé il avait des mimiques tellement humaines, des traits tellement humains que vous avez l'impression qu'il avait un peu d'ADN humain en lui. Et il a interprété une personne réelle. Il a eu la chance de rencontrer la famille pour en discuter, pour se nourrir de ce qu'il disait. Donc, toutes les sources d'inspiration potentiellement pour l'aider à construire ses personnages. Merci beaucoup pour la question, merci à vous. Je voudrais rester dans la thématique du Seigneur des Anneaux. Il y a quelques jours s'est achevée la seconde saison des Anneaux du Pouvoir. Je voulais savoir s'il avait vu la série et ce qu'il pensait de la série, voilà. I've not seen any of the second season of Rings of Power. I watched some of the first season, and I think what they were doing was, had some real merit. I thought there was some beautiful the worlds. I thought the world creation was spectacular, and I think that they've done what they set out to do, which is to tell part of the story that the trilogy didn't tell. So what I've seen, I have enjoyed, but I've not seen the second series. Donc il n'a pas vu la saison 2, mais il a vu une bonne partie de la saison 1. Et il leur reconnaît un grand mérite sur la façon dont ils ont créé leur décor, le monde qu'ils ont construit dedans. Et il salue le fait qu'au final, ils ont rempli la mission qu'ils s'étaient donnée de raconter une histoire qui n'était pas dans le Seigneur des Anneaux qu'on a connu. Et c'est ça qu'il a admiré. Il n'a pas encore vu la saison, peut-être une prochaine fois. Très bien, merci beaucoup. Allez, on va prendre... oui, le monsieur, c'est ça? Allez, bah viens, allez. Hi. I wanted to know which character was the hardest to leave behind. Quel personnage a été le plus dur à abandonner? The hardest character to leave behind. Let me think. I'll tell you a story. There was one year, 2017, where 3 of the characters that I played died. And that was Ulysses Claw, Caesar, and Snoke all died in the same year. And I was devastated. And I think, weirdly, the character that I feel never really fully, I was fully able to explore was Snoke. I mean, the other characters, I feel like they had full lives, they were properly explored. But Snoke, I always felt like there was so much more there. So, maybe there'll be a spin-off series about Snoke one day. Thank you very much. Donc le plus dur, ça a été l'année 2017, où il y a 3 personnages qui ont passé l'arme à gauche, notamment César et surtout Snoke. Et Snoke, ça l'a rendu particulièrement triste parce que, selon lui, tel qu'il l'avait créé et interprété, il y avait encore une grosse partie d'histoire à raconter sur lui, c'est comme ça qu'il le pensait.
Et du coup, il a l'impression que c'est un peu dommage de l'avoir fait mourir prématurément. I don't think I'm alone in that thought. Je pense qu'il n'est pas tout seul à le penser. C'est surtout que je pense qu'on aurait aimé autre chose en fait après ce mec. Ah ok. Je voulais savoir, lui qui a l'habitude de jouer des rôles parfois, on ne le voit pas, il incarne des personnages, est-ce qu'il préfère justement performer en motion capture ou est-ce qu'il aime, il préférerait jouer plus de rôles où on le voit physiquement? You know, I've said this many times because I totally believe it to be true that I never think of them as two different things, you know? I think of them all as acting or as playing a role. So it doesn't matter to me whether it's using performance capture. Because the great thing about performance capture is it allows you to move further away from yourself in terms of how the character is manifested on screen. But in terms of the actual process of acting, I don't have a preference because it's like choosing which is your favorite child, you know. Donc non, il n'a pas de préférence parce que pour lui, l'intensité du jeu d'acteur est toujours là, le travail est le même. Il trouve même qu'il y a le côté intéressant du motion capture, c'est que ça lui permet de s'éloigner encore plus de lui en tant qu'individu parce qu'il sera remplacé par autre chose, donc il peut vraiment aller plus loin. Mais oui, les deux lui importent tout autant. C'est comme un enfant, on ne choisit pas. C'est ça, on ne choisit pas ses enfants. Ok, très bien. Alors, je suis allé vers là, je vais prendre un peu plus loin. Est-ce qu'il y a des personnes un peu loin, finalement? Toi, Mister, là, qui lève la main? Vas-y, viens. Ouais, il a sorti son petit anneau, là, comme ça. Ok. Ne le mets pas. Vas-y. Hello. Hello. So first, I want to say thank you for being here. Merci beaucoup. I have two questions. So the first one is, what did you like the most about playing in Christopher Nolan's The Prestige? And the second is it true that the sequel to Spielberg's 1010 is in the works and will happen? I'm sorry, I didn't hear the first question. What did you like the most about playing in Christopher Nolan The Prestige? Oh, The Prestige. Donc il y a deux questions. La première, c'est qu'est-ce qu'il retire de son expérience dans Le Prestige de Christopher Nolan? Et la deuxième, il paraîtrait qu'il y aurait une suite à Tintin en train de se faire. C'est quelque chose qu'on attend, effectivement on attend beaucoup puisque c'était en deux parties. Une partie a été réalisée par Steven Spielberg, l'autre par Peter Jackson, et on n'a jamais eu la suite. On ne sait pas ce qui s'est passé. Je te laisse traduire la question. Ah ben oui, il a dit. Yes. So I mean. Yeah, I mean, look, one of the greatest, for me, one of the greatest pleasures of my life was to act with David Bowie. I mean, he is the most incredible human being, first and foremost. But secondly, you know, he is such a humble man, and we had such fun together playing those scenes. He was hilarious. He was very funny, very self-deprecating, always sort of mocked himself for having a terrible accent, and yeah, we just used to make each other laugh a lot. He had a lot of the times it was very, very difficult to keep a straight face. So that do you want to answer that one? Donc oui, Le Prestige, c'est un excellent souvenir déjà parce que c'est un grand film aux côtés de Nolan. Et surtout, ce dont il garde un souvenir très, très cher, c'est ces scènes avec David Bowie, parce que c'était que des fous rires en chaîne. David Bowie avait beaucoup d'autodérision, il aimait plaisanter tout le temps, il se moquait même de sa propre incapacité à faire l'accent de Tesla. Donc voilà, c'était dur des fois de se concentrer même, mais en gros, c'est que du bonheur, ces souvenirs avec David Bowie. Yes. So, I can tell you that I know that Peter Jackson is very, very keen to make the second film, and I think it's not untrue to say that it is in the works in some way, shape or form.
Donc une chose est certaine, c'est que Peter Jackson est très motivé pour le faire, ce film, et Très motivé pour le voir. il est potentiellement, possiblement admettable que le film serait en cours de discussion. Très bien, Manad, de revoir le capitaine Haddock. On croise les doigts, effectivement. Merci beaucoup pour ta question. Merci. Thank you. Kenner et Tim. The last one. C'est la dernière question, messieurs, dames. Andy, would you like to choose? Andy? Yeah? Okay, the guy who is... Okay, yeah. Le monsieur qui dit Jack, non, c'est toi. Oui, toi. Ah, c'est bon la dame. Ah, t'es trop malin, toi. Bonjour. Ah, Well, I told a few moments before, I'm a huge fan of Heavenly Sword and Slaved with Ninja Theory Studios, and I discovered the motion capture with you because I was a huge fan of Heavenly Sword, so I saw the video about the making of, so thank you. And I have a question about your games. Do you have any project in the future? Est-ce qu'il y a des jeux vidéo qui seraient en train d'envisager de réaliser en motion capture? I don't have a video game per se, but I am interested in interactive storytelling and interactive games, and I do think that as time goes by, when I go back to thinking, when we set the Imaginarium up, and I was telling you earlier about next generation storytelling, I'm very interested in how we can begin to use AR much more, much more progressively and much more powerfully in terms of interactive gaming and bringing characters out into the real world. So that is something I want to pursue, and when I eventually finish the Lord of the Rings film and I have a bit more time to think about it, and then I'll start to think about that, because I really love the idea that audiences can collect. There's some way of bringing audiences collectively into a game-playing space where but it's finding the right delivery platform for that and the technology to actually pull it off. But I do, when you think about immersive theatre like Punch Drunk Theatre or secret cinema we have in the UK, I don't know if you have it here, but where audiences are part of the storytelling almost. I really think that we're on the edge of creating in the future a landscape where we are all interacting with characters in a much more, in our environment. So that is something that I want to use our technology for. Of course, I follow now about the storytelling in the gaming first, because of you. Thank you, merci. Donc en soi, il n'a pas de jeu vidéo précis à venir, mais ce qu'il cherche plutôt, c'est aller vers une technologie très précise, un progrès technologique à faire, c'est de rendre le jeu vidéo plus interactif, d'aller vers l'immersion pratiquement totale pour le public en tant que groupe, quantité, pour leur permettre de goûter aux histoires d'une autre manière, d'une manière vraiment tactile, au plus proche possible. Et il se dit qu'on est vraiment pas loin, et c'est ce qu'il fait avec l'Imaginarium, c'est essayer d'aller vers ces technologies, de trouver les bonnes machines, les bons supports pour après le mettre en pratique. C'est permettre aux gens vraiment de connaître une nouvelle dimension encore dans les histoires, que ce soit les jeux vidéo ou les films. Can I just say thank you for answering all my questions much more succinctly than I can. Messieurs, dames, applaudissez Andy Serkis, Calisena. Merci beaucoup. Oh yeah, we do a picture together, yeah. Let's go, venez tous, on va prendre une photo, tous ensemble. Bon, mais bien entendu.
Merci à tous. Mec, c'est sur Serkis.